s'agit de personnes, enfants et adultes, qui sont porteurs, porteuses d'un syndrome rare, qu'on nomme le syndrome d'Angelman, qui est une maladie génétique rare, donc, bon, peu importe le chromosome sur lequel se porte la déficience ou l'anomalie, mais le résultat, c'est qu'il y a chez ces personnes-là, dès l'enfance, un gros retard psychomoteur qui se traduit ensuite à l'âge adulte par une déficience intellectuelle très sévère et qui grève beaucoup le quotidien des personnes atteintes et également celui des personnes qui sont autour, les familles, les parents les plus proches. Ça se traduit par une absence de langage, donc un gros déficit de communication qui va bien compliquer le quotidien, une épilepsie souvent sévère, et puis des troubles du comportement qu'on peut noter comme étant de l'hyperactivité. Pour donner un nom à cette maladie, il a fallu du temps. Le gène a été déterminé il y a seulement une vingtaine d'années. Ceci dit, le diagnostic se fait maintenant très facilement parce qu'il est basé sur des critères cliniques. C'est-à-dire que ces personnes, dès l'enfance, dès les premiers mois de la vie, ont déjà un comportement extrêmement spécifique. Du coup, le diagnostic est précoce, ce qui va permettre de faire une prise en charge précoce. Et là où l'association intervient, bon, c'est que, en gros, on est après le diagnostic. Et il faut voir que ce diagnostic précoce est extrêmement traumatisant pour les familles, parce qu'il intervient chez des parents qui viennent d'avoir leur enfant, qui sont en train d'établir le lien. Et ce lien est fortement grévé par ce diagnostic qui étiquette un peu la personne qui porte le syndrome comme étant quelqu'un qui ne va pas avoir une vie normale, entre guillemets. Donc nous, on est là pour aider les parents à accepter le diagnostic, dans la mesure du possible, et puis ensuite pour les accompagner en leur proposant des prises en charge qui vont atténuer cette notion d'étrangeté que l'on a au moment du diagnostic, en se disant tout à coup cet enfant qui était le mien, je ne le reconnais plus en tant que tel. Donc on est là pour diminuer la distance, si on peut diminuer la souffrance. Elles sont de toutes sortes parce que la prise en charge est multiple. Bon, déjà dans le suivi, dans la cohérence, je vais dire, de la prise en charge, il faut avoir un hôpital de référence, un centre de référence ou un centre de compétences qui va donner une structure à la prise en charge. Dire, bon, on va faire de l'orthophonie à partir de tel âge ou de la psychomotricité, etc. Ça, c'est déterminant. Pour la sécurisation des parents, qui se sentent de bons parents. Bon, j'ai un enfant différent, mais je fais ce qu'il faut pour l'élever, l'éduquer, l'amener à un maximum d'autonomie. Et donc ça, c'est le travail des centres de compétences, du médecin spécialiste. Et nous, on fait le travail derrière d'information des professionnels et de formation des professionnels et des parents sur des prises en charge extrêmement spécifiques. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure que ces enfants et ces adultes n'ont pas de langage, donc il va falloir mettre en place une communication alternative. Et là, on a une éducatrice dans l'association qui s'occupe de ça et qui fait des formations pour les parents en disant, bon d'accord, votre enfant ne parle pas, mais il va pouvoir communiquer avec des images, des pictogrammes, etc. Ce collectif a été créé à l'initiative d'un président d'association, Olivier de Compiègne, qui est le président de l'association Extraordinaire, parce qu'il travaille avec le centre de référence de Vincent Desportes, du professeur Vincent Desportes à Lyon, qui est un centre de référence sur la déficience intellectuelle, qui s'appelle d'ailleurs le réseau déficience. Et à l'initiative de ces deux personnalités, de ces deux personnes, il y a eu cette création de collectif et Olivier de Compiègne a fait un travail pour réunir les associations de maladies génétiques rares pour lesquelles il y a en plus une déficience intellectuelle. Donc on s'est réunis les premières fois et la question évidente qui a été immédiate, c'est qu'est-ce qu'une personne déficiente intellectuelle et comment on va essayer de faire pour l'aider. Et l'idée évidemment c'est d'avoir à terme une personne référente
qui serait un médecin, voire un paramédical, et qui pourrait, dès que le diagnostic est posé, alors que ce soit le diagnostic positif de déficience intellectuelle ou le diagnostic différentiel qui nomme la maladie, peu importe, l'idée c'est de dire, bon, il y a telle difficulté, on se fait un carnet de santé, un carnet de suivi, pour savoir à quel moment interviennent les différents médicaux ou paramédicaux, de façon à ce que la prise en charge soit plus harmonieuse. Neil nous a accompagnés dès le début dans la réflexion qu'on a menée sur comment on voulait faire connaître la déficience intellectuelle au grand public. Et puis aussi, il nous a aidés pour trouver des interlocuteurs, réfléchir à quels objectifs on avait et comment on allait les mettre en œuvre.